À l'occasion d'une astuce précédente, nous avons appris à lancer des présentations PowerPoint depuis un formulaire Access par le code VBA. Ici, nous allons plus loin. À partir d'éléments archivés dans une table, nous souhaitons générer automatiquement un diaporama PowerPoint. La table Access illustrée à l'écran archive des titres de photos en deuxième colonne avec leur nom de fichier dans le troisième champ. Ces fichiers sont stockés dans un sous-dossier local de l'application, et nous le verrons. Dès lors, s'il clique sur un bouton de formulaire, celui-ci en l'occurrence, eh bien, un diaporama, toutes ces informations sont consolidées pour générer un diaporama PowerPoint qui est lancé automatiquement à l'issue du traitement par le code VBA Access, comme vous pouvez le voir. Ici, manuellement, je l'ai fait défiler jusqu'à la dernière. Une diapositive est donc créée par photo. L'image est placée en arrière-plan comme vous avez pu le voir, tandis que son titre est inscrit dans une zone de texte positionnée sur la partie supérieure. Pour développer cette solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données offrant ces informations accompagnées des photos dans un sous-dossier, comme toujours, sous forme de fichier compressé. Cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, la décompression livre effectivement donc le fichier de la base de données accompagné d'un sous-dossier nommé source. Il héberge les photos de fichiers qui sont archivés dans la table avec leur nom. Ensuite, eh bien, je vous propose de double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, sauf que là, je ne suis pas remonté au bon endroit, puisque j'étais dans la version finalisée. Là non plus, pardonnez-moi, c'est dans le sous-dossier vidéo. Donc, de double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, de cliquer sur le bouton « Activer le contenu du bandeau de sécurité » et ensuite, depuis le volet de navigation, de double-cliquer sur le formulaire F-Export pour l'exécuter. Il est très épuré, nous l'avions constaté, il propose simplement un gros bouton destiné à lancer la génération du diaporama PowerPoint. Durant ce développement, nous allons manipuler des objets et attributs particuliers appartenant au VBA PowerPoint. C'est la raison pour laquelle nous devons ajouter sa référence au projet avant de coder. Pour cela, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception à cliquer sur ce gros bouton pour le sélectionner, dans l'enchaînement à activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, ce que nous faisons, et de manière à ensuite pouvoir définir le générateur de code pour les actions attachées, que nous validons avec le bouton OK. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle parcourir clic. En haut de l'éditeur, maintenant, je vous propose de cliquer sur le menu Outils pour choisir dans les propositions la première rubrique Références. Et là, voyez-vous, nous avions anticipé cette référence dont je vous parlais, Microsoft PowerPoint 16.0 Object Library est déjà cochée. Mais pour un tel projet, sachez-le, eh bien, elle n'existe pas par défaut, donc vous devez par ordre alphabétique la retrouver et ensuite la cocher. Grâce à elle, nous allons pouvoir profiter de tous ces objets de développement. Maintenant, nous cliquons sur le bouton OK de cette boîte de dialogue des références pour revenir sur la feuille de code. Il est temps de mettre précisément les mains dans ce code. Et bien entendu, nous devons commencer par déclarer les variables nécessaires au développement. Nous avons notamment besoin d'objets pour piloter les enregistrements de la base de données, mais aussi pour manipuler une instance de PowerPoint. Pour cela, donc, mot-clé dim, comme vous le savez, pour le dimensionnement, je vous propose tout d'abord de déclarer un objet que nous nommons base et que nous typons comme un database, un objet de base de données, pour pouvoir, nous le verrons, pointer sur la base de données en cours. Grâce à lui, nous hériterons de propriétés et méthodes qui permettront de configurer un deuxième objet que nous nommons ENR pour enregistrement et que nous typons comme tel un objet de type recordSet. Dès lors, eh bien, nous pouvons aussi déclarer notre variable pour l'instance de PowerPoint, instance P, que nous allons par contre ici, voyez-vous, typer comme un objet au sens large, car cet objet prendra son type précis au moment de l'instanciation de la classe PowerPoint. Et dans cette instance PowerPoint, nous allons manipuler des diapositives. Donc je vous propose de déclarer un objet que nous nommons diapo et que nous typons comme un objet de type slide, c'est-à-dire diapositive. Donc diapositive que nous créerons au fur et à mesure des enregistrements que nous allons passer en revue. Notez que cette déclaration à slide est rendue possible par cette référence
à Microsoft PowerPoint que nous avons vu avec la boîte de dialogue. Ensuite, nous avons besoin de variables plus conventionnelles. La première, je vous propose de la nommer nom_p pour pouvoir prélever le nom de la photo, c'est-à-dire le nom de fichier, et puis une autre que nous allons nommer titre P pour le titre de la photo, donc que nous typons l'une comme l'autre comme des strings, c'est-à-dire des chaînes de texte. Et enfin, pour la déclaration de variable, une dernière, que je vous propose de nommer compteur et que nous allons typer comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Son rôle est de poursuivre l'évolution des enregistrements parcourus pour pouvoir s'incrémenter, et ainsi définir les numéros des diapositives que nous allons créer pour pouvoir les ajouter les unes à la suite des autres, vous le verrez. Puisque ces objets existent désormais, nous devons les initialiser, ce que nous faisons dans l'enchaînement, bien sûr, puisqu'il s'agit d'objets avec le mot-clé set, en commençant par notre objet parent, l'objet de base de données, que nous allons faire pointer, comme nous en avons l'habitude désormais, sur la base de données en cours grâce à la fonction currentDB. C'est ainsi que notre objet base hérite des propriétés et méthodes pour manipuler la base de données en cours. Pour preuve dans l'enchaînement, nous allons initialiser grâce à lui notre objet ENR sur les enregistrements de la table, notre objet base qui désormais propose la méthode OpenRecordSet, littéralement qui signifie ouvrir les enregistrements. Oui, mais de quelle source, de quelle requête, de quelle table? Vous l'avez sans doute constaté, notre table se nomme archive, donc nous lui passons le nom de la table, des enregistrements à piloter, en paramètres et entre guillemets. Ensuite, nous pouvons bien sûr, initialiser notre instance de PowerPoint, instance P, cette fois grâce à la fonction, là aussi nous l'avons souvent utilisée, createObject, qui permet d'instancier des classes selon la valeur qui est passée en paramètres. Et pour PowerPoint, il s'agit tout simplement de la valeur PowerPoint.application. Alors je me relis tout de même pour m'assurer que je n'ai pas saisi trop vite et que je n'ai pas oublié des lettres, parce que forcément IntelliSense ne se déclenche pas dans ces conditions, et une erreur serait générée. Et dans l'enchaînement, voyez-vous, là encore, nous allons pouvoir exploiter cette instance tout de suite pour descendre sur sa collection qui se nomme Presentations, qui en fait désigne la collection des présentations créées, mais qui permet de descendre plus loin jusqu'à sa méthode add qui parle d'elle-même pour ajouter, créer une nouvelle présentation. Et puisque nous sommes en phase d'initialisation, nous allons régler notre variable compteur sur la valeur 1 de manière à ce qu'au premier passage, dans la boucle que nous allons bientôt reprendre, qu'elle pointe sur la première diapositive que nous devons créer. Et pour pouvoir créer une diapositive par photo, nous devons être en mesure de parcourir chaque enregistrement de la table. À chaque passage dans la boucle, il sera question de récolter le titre et le nom du fichier pour pouvoir les greffer sur une nouvelle diapositive à créer. Tout d'abord, donc, grâce à notre objet ENR, celui des enregistrements, nous exploitons sa méthode moveFirst, comme vous le savez, pour placer le pointeur de lecture sur le premier enregistrement. Ensuite, nous initions notre boucle do, que nous allons tout de suite borner, loop, et là aussi, conventionnellement, avec une syntaxe particulière, mais tout à fait claire, jusqu'au dernier enregistrement. C'est la propriété EOF de l'objet ENR, until jusqu'à, EOF qui signifie end of file, comprenez, jusqu'à la fin des enregistrements, jusqu'au dernier enregistrement. À chaque passage dans cette boucle, nous allons indenter, nous l'avons dit, nous souhaitons tout d'abord récolter le titre de la photo, et pour cela, notre objet ENR offre la collection fields, qui permet, en définissant le nom du champ sur lequel nous pointons en paramètre, de récupérer sa valeur. Vous l'avez peut-être constaté, mais celui du titre de la photo se nomme a_titre.value, propriété value, pour accéder à son contenu et ainsi récupérer le titre. Nous allons faire de même pour récupérer le nom de la photo, le nom de fichier de la photo, et cette fois-ci, nous devons pointer sur le champ, vous pouvez le constater, qui se nomme aImage. Mais ce n'est pas tout, car cette valeur de champ renseigne simplement sur le nom du fichier. Or nous, pour pouvoir afficher la photo sur la présentation, nous devons reconstruire son chemin d'accès complet. Tout d'abord, nous allons exploiter notre objet VBAccess Current Project, qui permet d'atteindre sa propriété path, qui parle d'elle-même encore une fois, qui désigne le chemin d'accès jusqu'à l'application locale, celle dans laquelle nous sommes en train de coder. Concaténation avec le e-commercial pour pouvoir descendre
anti-slash entre guillemets dans son dossier, sous-dossier source, et là de nouveau anti-slash pour pouvoir atteindre les photos que ce sous-dossier contient. Et nous concaténons bien sûr de nouveau cette partie statique avec la partie dynamique, et cette fois-ci, notre chemin d'accès est complètement reconstruit. Avant de boucler néanmoins, eh bien, il faut absolument incrémenter notre variable compteur pour que, pour le prochain enregistrement analysé, elle puisse pointer sur la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième diapositive, devant héberger ces nouvelles photos. Et bien sûr, nous devons déplacer le pointeur de lecture, méthode moveNext de notre objet ENR, sur l'enregistrement suivant. Désormais, grâce à l'instance de PowerPoint, nous allons pouvoir exploiter une méthode d'une collection précise pour initialiser l'objet diapo, qui, rappelons-le, doit représenter une diapositive fraîchement créée. Nous l'avions déclaré justement en tant que telle. Pour cela donc, eh bien dans les bornes de la boucle, à la suite, pas tout à fait, avant l'incrémentation des variables et le déplacement du pointeur de lecture, eh bien nous allons initialiser notre variable diapo, mot-clé 7 donc, grâce à notre instance PowerPoint, que nous rappelons donc, qui propose un objet tout à fait précis, tout à fait parlant, qui se nomme Active Presentation, qui désigne donc la présentation en cours, celle que nous venons de créer par la méthode add, qui permet d'atteindre la collection de ces slides, c'est-à-dire de ces diapositives, pour justement en ajouter une autre. Ajouter une diapositive à cette collection. Forcément, lors de la création, il n'y a pas de diapositive, mais à chaque fois que nous allons passer dans cette boucle, nous allons ajouter une diapositive par photo. Donc nous allons ajouter à chaque fois une diapositive à la collection des diapositives existantes. Nous devons définir en paramètre son emplacement grâce à la variable compteur, la première, puis la deuxième, puis la troisième, les unes à la suite des autres. Et ensuite, nous allons choisir un modèle de présentation. Je vous propose alors le plus classique qui soit, qui se nomme PP Layout Title. Pour explication, ce modèle crée une diapositive quasiment vierge avec une zone pour un titre et une zone pour un sous-titre. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, et là nous allons imbriquer des blocs with pour optimiser notre code et ne pas répéter inutilement des noms d'objets et objets enfants ou encore collections qui vont être répétés. Donc nous pouvons exploiter notre objet diapo, fraîchement créé, qui propose la collection Shapes, sauf que nous souhaitons pointer sur une diapositive précise, et en l'occurrence celle du titre, et la première des deux zones de texte à avoir été créée, donc numéro 1. Il faut savoir que dans PowerPoint, il ne s'agit pas de vrais text box. Il s'agit de formes géométriques dans lesquelles on peut inscrire du texte. C'est la raison pour laquelle on les repère par cet objet Shapes qui désigne des formes géométriques si vous voulez. À l'intérieur, de nouveau un bloc with pour pouvoir descendre à l'intérieur de ces zones de texte. On va utiliser cet abus de langage grâce à la propriété enfant text frame et une propriété encore dérivée qui se nomme text range, comprenez la plage du texte. Nous atteignons ainsi le texte qu'il contient pour pouvoir le configurer au niveau de ses couleurs, au niveau de son contenu déjà. Là, nous allons exploiter effectivement propriété encore dérivée texte que nous allons régler sur le titre que nous avons récolté pour l'enregistrement en cours d'analyse. Nous allons exploiter sa propriété font pour définir des attributs de police, lesquels, la taille de police que nous allons régler arbitrairement à 40 points, vous pouvez faire les réglages que vous voulez, à vous d'ajuster. Et puis nous allons exploiter de nouveau sa propriété font, mais pour pouvoir définir cette fois-ci sa couleur avec des composantes RGB, que nous allons régler avec la fonction RGB sur, et il s'agit d'une suggestion de ma part, pour le rouge, vert et bleu, 3 fois le nombre 81, ce qui va donner un gris assez foncé. Ensuite, nous sortons de ce bloc with, mais restons dans le premier qui l'encapsule, pour cette fois-ci réaliser des réglages plus généraux, c'est-à-dire sur le shape, si vous voulez, sur la zone de cette forme géométrique. Et là, étonnamment, nous allons exploiter de nouveau la propriété textFrame, qui est un objet, si vous voulez, enfant, avec une propriété qui est tout à fait intéressante, qui se nomme AutoSize. Vous en conviendrez, elle parle d'elle-même. Et voyez-vous ici, grâce à IntelliSense, puisque nous avons déclaré cet objet en tant que slide, c'est-à-dire en tant que diapositive, nous allons utiliser la valeur d'attribut pp AutoSize Shape to Fit Text. Ça veut dire
En d'autres termes, que cette zone de texte doit s'adapter à son contenu en fonction que le texte, si le texte est plus ou moins grand, si vous voulez, elle doit pouvoir se réajuster. Puis nous allons la positionner grâce aux propriétés left et top que nous allons régler l'une comme l'autre à 20 points pour que notre zone de texte soit placée en haut et à gauche de la diapositive de manière à ce qu'elle ne gêne pas le visuel de l'image que nous devrons ensuite placer en arrière-plan. Ensuite, nous allons exploiter sa propriété, alors, oui, je ne me suis pas trompé, sa propriété fill pour descendre à sa propriété, jusqu'à sa propriété enfant backcolor, pour, vous l'avez compris, régler ses couleurs de fond, toujours grâce à la fonction RGB, que je vous propose cette fois-ci, pour adapter comme vous le souhaitez, de régler sur les trois composantes 231, 231, 231 et 231, ce qui donne un blanc légèrement cassé. Et là, eh bien, nous allons ensuite nous soucier des bordures, donc grâce à la propriété line, la couleur de contour, donc la couleur de bordure, propriété forecolor, avec les composantes RGB une fois encore, et non pas, alors, autant pour moi, oui j'anticipe, bon c'est pas grave, on va le faire comme ça, là je sors, donc si bien qu'une erreur est générée, et donc avec les composantes identiques à celles du texte pour que ce soit un peu plus harmonieux. Alors pourquoi j'ai voulu avorter cette ligne de code? Eh bien tout simplement parce que avant de définir la couleur d'une bordure, il faut définir la bordure elle-même, car par défaut, elle n'existe pas. Et pour cela, eh bien, donc nous allons utiliser la propriété weight, qui est l'épaisseur du trait, et que nous allons régler à 4 points, c'est-à-dire un trait somme toute assez imposant, mais pas non plus abusif. Nous devons maintenant ajouter la photo dont l'enregistrement est en cours de lecture, en arrière-plan de la diapositive. Et c'est encore la méthode d'une collection qui permet de résoudre le cas. Pour cela, donc, à la suite du code de la boucle, donc après le dernier end with, nous allons tout d'abord, et on va expliquer tout cela, exploiter donc notre objet diapo, mais pour pointer sur la deuxième forme géométrique, shapes 2, que nous allons supprimer. Souvenez-vous, dans ce modèle de présentation, j'expliquais qu'il y avait un titre, une zone de titre. La zone de titre, dans l'organisation hiérarchique, est la seconde. Donc nous pointons dessus, nous la supprimons car nous n'avons pas besoin, mais nous pourrions l'utiliser. Ensuite, grâce à notre objet diapo de nouveau, nous exploitons sa collection shapes, donc celle des formes géométriques, qui permet d'atteindre une méthode toute particulière qui se nomme addPicture, qui parle d'elle-même une fois de plus, qui permet d'ajouter une image. En premier paramètre, nous devons définir le chemin d'accès à cette image, qui est enregistré dans notre variable non-p. Ensuite, eh bien, nous allons définir que, alors là on ne va pas suivre IntelliSense parce que ça ne fonctionnerait pas, il s'agit des valeurs de PowerPoint pour VBA PowerPoint, false pour lui indiquer que cette image ne doit pas rester liée à son fichier sur le disque, true pour lui indiquer en troisième paramètre que cette image doit être incorporée dans la présentation et enregistrée avec. Ensuite, l'attribut left, c'est-à-dire tout à fait à gauche, et l'attribut top à 0 tout à fait en haut. Nous allons caler le bord gauche et le bord haut de la photo avec le bord gauche et le bord haut de la diapositive pour que ensuite nous puissions les tirer sur la largeur et la hauteur de cette même diapositive. Et pour cela, précisément, nous exploitons de nouveau notre objet instance P avec son objet active présentation qui permet bien d'atteindre une propriété enfant qui se nomme page setup. Comprenez les réglages de mise en page et les réglages de page pour descendre jusqu'à la propriété slide width qui bien renvoie la largeur de la diapositive sur la présentation en cours. Ça veut dire que nous imposons à la photo que nous ajoutons de prendre la même largeur que notre diapositive. Alors je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'avais pas tout recopié, mais c'est finalement logique dans la mesure où j'avais entamé une précédente copie qui était plus réduite. Et donc pour la hauteur en dernier argument, il s'agit tout simplement de la valeur slide 8. Là je vais me permettre après enregistrement de vérifier que mes casses sont bien corrigées. Alors celles-ci, il fallait les respecter. Active Presentation, Page Setup, Slide Width. Donc nous sommes d'accord pour notre instance en cours et le Slide 8 pour la hauteur.
Ensuite, bien sûr, nous l'avons dit, par défaut, comme nous ajoutons l'objet après, l'image après, eh bien, elle prendrait le pas sur le texte. Ça veut dire qu'elle se positionnerait dessus, si bien qu'on ne verrait plus le titre. C'est la raison pour laquelle nous allons devoir, eh bien, la déplacer en arrière-plan. Et pour cela, nous exploitons de nouveau notre objet de l'instance PowerPoint avec son objet Active Presentation qui désigne la présentation en cours, pour descendre jusqu'à la collection de ces diapositives, Slides, mais grâce à notre variable compteur, nous pointons sur la diapositive en cours dans cette boucle, pour pouvoir atteindre eh bien, ces formes géométriques, ces zones de texte, grâce à sa collection Shapes. Et là, sachez-le, l'image dans ce modèle de diapositive eh bien, est considérée comme le 4e élément. Donc, elle portera forcément le nom image 4. Mais, nous l'avons déjà vu ensemble en VBA, nous aurions aussi pu entreprendre une boucle parcourant tous les contrôles pour déceler leur nom et ainsi le récupérer dynamiquement. Mais c'est ainsi, donc, nous pouvons y aller les yeux bandés, image, espace 4. Et là, nous allons exploiter une méthode qui se nomme zOrder, nous allons lui passer le paramètre 1, qui permet de déplacer cette image avec cette valeur 1 en arrière-plan. Avec la valeur 0, nous l'aurions remonté au-dessus du texte. N'oublions pas une chose qui est importante, avant de boucler, c'est-à-dire avant de passer à l'enregistrement suivant, nous allons détruire notre diapositive, notre variable objet, en la réinitialisant à nothing. Pourquoi ? Bien, pour faire la place au suivant, puisque je vous le rappelle, au prochain passage dans la boucle, nous recréons un objet diapositive pour créer une nouvelle diapositive physique sur la présentation en cours. Il ne nous reste plus qu'à détruire les objets de base de données, mais aussi, et bien sûr, à lancer le diaporama de la présentation ainsi générée. Ces actions doivent intervenir, forcément, à l'issue du traitement, soit après la boucle. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, ici, avant le nsub et après la boucle, eh bien, nous allons tout d'abord fermer ces objets de base de données avec les méthodes close pour notre objet ENR, mais aussi pour notre objet base, et les détruire, c'est-à-dire les enlever de la mémoire en les réinitialisant l'un comme l'autre, cet ENR à nothing, et idem pour notre objet base, et ainsi nous codons proprement. Et enfin, nous allons exploiter de nouveau notre objet Active Presentation de notre instance PowerPoint pour pouvoir eh bien, organiser un paramétrage de notre diaporama, Slide Show, Settings, les réglages, et en l'occurrence ici, aucun réglage, méthode Run, nous le lançons. Eh bien, il est temps de tester ce code en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur commise, puisqu'il est quand même assez volumineux, mais si tel est le cas, nous reviendrons dessus, car les coquilles ne seraient pas très graves. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre formulaire que nous pouvons exécuter avec la touche F5 du clavier, et je vous propose de cliquer sur le bouton du formulaire. Vous voyez qu'a priori, tout est conforme. La première image avec son titre s'affiche, le diaporama est parfaitement généré aléatoirement. Nous poursuivons ainsi la visite, donc jusqu'à la dernière diapositive, qui est celle du Luberon avec les terres ocre, en l'occurrence le Colorado du Luberon, ici, donc la photo que vous avez sous les yeux. Mais, il est intéressant maintenant de constater que nous avons généré un diaporama qui est parfaitement dynamique. Pour cela, je vous propose d'enfoncer la touche échappe du clavier. Vous voyez le travail accompli par notre code ici à partir des éléments de la base de données. Nous fermons ce diaporama, cette présentation, sans l'enregistrer. Et là, je vous propose d'ouvrir le sous-dossier source qui héberge les photos. Il y en a une qui n'est pas utilisée. Vous voyez que la dernière, c'est bien celle-ci, celle du Colorado. Là, nous allons sélectionner la dernière photo. Nous enfonçons la touche F2 du clavier pour atteindre la saisie de son nom. Nous réalisons le raccourci clavier CTRL A pour le sélectionner intégralement avec son extension .jpg. Sachez que si vous ne voyez pas les extensions dans le ruban affichage, vous devez cocher cette case, extension de nom de fichier. Et là, nous revenons dans notre base de données, plus précisément sur notre table, à la suite. Nous allons commencer par coller ce nom de fichier, et puis nous allons lui donner un titre. Alors là, je vais aller à l'essentiel, hein. Je ne vais pas chercher à le travailler plus que ça. La dune du Pilat en Gironde. Bon, le D majuscule pour dune n'était pas essentiel. Pilat, oui, par contre, mais ce n'est pas grave, nous allons le conserver comme ça.
Nous fermons notre table. Je vous propose de nouveau de cliquer sur le bouton pour générer le diaporama. Constatez que celui-ci se crée en un temps record. Je mange les mots. Nous faisons défiler nos photos. Nous retrouvons bien le même enchaînement que précédemment, donc de fil en aiguille jusqu'au Colorado du Luberon, sauf que, si nous cliquons une dernière fois, eh bien, comme vous pouvez l'apprécier, cette dernière photo a été ajoutée dynamiquement, et nous pourrions imaginer un processus, un code qui enrichirait les tables de façon automatique, et qui générerait ensuite, quotidiennement, des diaporamas qui pourraient être utilisés pour des présentations ou encore pour des synthèses. Voilà donc pour cette astuce, développement, VBA Access, consistant à communiquer avec PowerPoint pour créer un diaporama dynamique sur la base des données de table Access. J'espère que ce code vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.